et bienvenue pour notre magazine de l'immobilier, Telimo, des conseils pratiques, des infos sur l'immobilier dans notre région, comme d'habitude. Alors on parlera aujourd'hui des nouveaux modes de chauffage et comment faire des économies d'énergie. Nous irons visiter une maison en Corrèze, à Ussac. On parlera de RT 2012 notamment. Nous allons parler de droit de succession avec un notaire. Mais d'abord, nous allons parler, alors, dans une petite 2 minutes, on va dire, Bernard Duriveau, bonjour. Avec vous, nous aborderons la situation de l'immobilier en Haute-Vienne. Mais d'abord avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Vanessa. On va parler actu avec la loi ALUR qui est toute récente. Qu'est-ce que la loi ALUR? Tout à fait. Eh bien, depuis le 27 mars dernier, on peut dire que le logement a changé d'allure, effectivement, avec l'arrivée de la loi pour l'accès au logement et l'urbanisme rénové. ALUR, ça veut dire ça, voilà. Voilà, tout à fait. Donc, cette loi introduit pas mal de changements qui nous concernent, que nous soyons aussi bien vendeurs d'un bien immobilier, locataires ou même propriétaires bailleurs. Alors, pour les vendeurs, déjà, qu'est-ce que ça change? Eh bien, pour les vendeurs, la loi ALUR se fixe pour objectif de mieux informer tous les acquéreurs immobiliers, notamment. Alors, prenons un exemple précis qui va concerner les annonces immobilières que nous retrouvons dans les journaux sur Internet. Prenons donc un exemple pour un bien mis en vente 150 000 €, auquel s'ajoutent les honoraires d'agence de 8 000 €. Cela nous fait donc un prix total affiché de 158 000 €. Eh bien, désormais, l'annonce doit préciser que les honoraires donc dus à l'agence représentent 5,3% du prix total du bien. Donc ça apporte une information en plus. Ce pourcentage est nouveau, il va apparaître dans toutes les annonces. D'accord. Du côté des locataires, des changements? Alors, je finis au niveau des vendeurs, puisque au niveau des biens en copropriété, il y a une nouvelle information qui est exigée aussi, c'est de faire apparaître, si le bien appartient à une copropriété, le nombre de lots que comporte cette copropriété, le montant moyen annuel des charges, ça n'est pas négligeable, et les éventuelles procédures qui auront été diligentées contre le syndicat de copropriété. Très bien. Et du côté des locataires, alors? Alors, du côté des locataires, il y a des bonnes nouvelles, on va dire, puisque donc, les honoraires de mise en location du bien sont désormais à la charge du propriétaire exclusivement. Par contre, en ce qui concerne les frais liés à la visite du bien, à la rédaction du bail et à la réalisation de l'état des lieux, tout cela donc est partagé entre le propriétaire et le locataire. Il y a une autre nouvelle au niveau aussi des loyers, puisque donc, au renouvellement du bail, le loyer pourra être revu à la hausse ou à la baisse. À la baisse aussi? Oui, à la baisse aussi, puisqu'il y a une mesure qui va concerner l'encadrement des loyers, qui va consister à mettre en place tout un ensemble d'observatoires sur les grandes villes de France. Et à partir de ces observatoires, donc, les préfets fixeront un loyer de référence au mètre carré qui devra être respecté dans une fourchette allant de plus 20 à moins 30%. Donc si on est dessus, on baissera, si on est en dessous, on pourra remonter le loyer. Donc bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les locataires. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les locataires. Et du côté des bailleurs, est-ce qu'il y a des incidences? Alors du côté des bailleurs, ce que apporte la loi ALUR comme changement, c'est la garantie universelle des loyers, la GUL, qui va leur permettre de bénéficier d'une assurance contre les impayés de loyer. Voilà. Donc elle sera gratuite et durera pendant 18 mois. Mais attention, donc cette assurance, cette GUL, ne sera pas cumulable avec toute autre forme de cautionnement. Donc voilà, elle sera intéressante, mais limitée dans son champ d'application et dans sa durée. Eh bien, merci pour ces infos. Pour en savoir plus, il y a un site internet, parce que voilà, c'est une toute nouvelle loi, donc je suis sûre qu'il y a plein d'infos à les récupérer sur le site territoire.gouv.fr. Merci. Et puis on peut donc inviter les gens à consulter un agent immobilier ou un notaire pour avoir plus de précisions. Et un agent immobilier, on en a un avec nous justement, Bernard Duriveau. Bonjour. Donc vous êtes le président aussi de l'Observatoire de l'immobilier de la Haute-Vienne. Oui, alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur l'état des habitats anciens en Haute-Vienne en 2013? Écoutez, le marché immobilier en 2013 a été dans la ligne droite, je dirais, de celui de 2012, avec des prix qui se sont maintenus en général et des volumes qui ont été à peu près identiques à ceux de 2012 également. Nous avons eu une petite baisse au niveau de certains prix, notamment sur les immeubles plus anciens des années 60, avec les manques d'isolation et des charges relativement importantes.
On parle de la situation donc en Haute-Vienne. J'imagine qu'à Limoges, c'est peut-être. Est-ce que les situations sont les mêmes à Limoges et dans les autres villes? Non, à Limoges, disons que si vous voulez, le marché est surtout limougeot, parce que le marché rural aujourd'hui est quand même un petit peu plus atone. Et puis il y a une partie de la clientèle qui a quasiment disparu également. C'était surtout la clientèle anglaise qui venait à un moment donné sur le marché rural, qui a malheureusement disparu un petit peu. Et donc les prix aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on est en prix moyen sur Limoges entre 1200 et 1300 euros du mètre carré. Ouais, c'est raisonnable, je crois que c'est les prix les plus bas de oui, France. Hein. Oui, je pense qu'on est vraiment la région où les prix sont les plus bas, effectivement. Je suis acheteur ou acheteuse. Pourquoi faut-il profiter des mois qui viennent, peut-être? Je dirais 2 raisons essentielles. La première, les prix, dont on vient de parler, qui sont très bas. Et puis la deuxième, les taux d'intérêt historiquement bas. Donc aujourd'hui, on bénéficie de taux d'intérêt aux alentours de 3% en moyenne. Donc il faut effectivement acheter. Quelqu'un qui doit acheter, c'est maintenant. Donc il faut se dépêcher. En revanche, si je suis vendeur, quels conseils me donneriez-vous? Alors, si vous êtes vendeuse d'un bien immobilier, prenez le temps. Ne soyez pas pressé pour le vendre. C'est-à-dire que ça soit une opération mûrement réfléchie. Et puis, essayez alors, premier point, de partir au prix du marché. Ça, c'est évident. Et puis, deuxième point, je dirais avoir un bien qui soit en bon état. Parce qu'aujourd'hui, les clients acheteurs veulent pouvoir rentrer dans leur nouveau bien sans faire de gros travaux. Sans gros travaux, donc voilà, refaites l'électricité, voilà, et laissez peut-être juste la déco aux acheteurs. Ou alors, il faut que le prix soit en conséquence, bien évidemment. Mais là, on arrive sur des prix qui sont relativement bas. Et quelles sont les perspectives pour la fin de l'année 2014 ? Il est toujours délicat de faire des perspectives, si vous voulez. Bon, là, on a la loi Allure qui, effectivement, nous change complètement le marché, un petit peu, qui va compliquer un petit peu nos professions. Et on se demande des fois à quel moment on va pouvoir, effectivement, donner tous les éléments dont l'acquéreur a besoin. Néanmoins, je pense que 2014 sera à peu près dans la même lignée que 2013. Ça veut dire que si je reviens pour les acheteurs, il faut acheter vraiment tout de suite ou on peut attendre un peu? Non, je crois que si on a un projet immobilier aujourd'hui, si vous voulez, ce n'est pas la peine de le remettre. Oui. Parce que bon, les prix sont bas, comme on le disait tout à l'heure. Ils ne peuvent pas descendre beaucoup en dessous. Donc il faut acheter. Si on trouve son bonheur, il faut l'acheter, quoi. Et on peut aussi faire construire, je vous propose tout de suite la visite en images à Ussac. Donc on descend direction la Corrèze. On va visiter une maison qui correspond à la RT 2012, la réglementation thermique. Une maison contemporaine, plutôt pas mal foutue. On visite avec Philippe Bujat. C'est une maison qui a été adaptée sur son terrain, c'est-à-dire elle a été vraiment dessinée par rapport à sa position, par rapport à la pente de son terrain, par rapport à son exposition. Et on a essayé de la travailler le plus possible avec des matériaux extérieurs un petit peu différents, des volumes de toiture qui restent très traditionnels, sur lesquels on a quelques petites toitures terrasses qui émergent, quelques petits biais d'angle qui viennent rajouter quelque chose à ce bâtiment, quoi, qui lui donne sa particularité, quoi. Cette maison a été construite sur l'année 2012, donc elle n'a pas été soumise à la réglementation thermique, mais elle a été conçue avec la réglementation thermique 2012. Donc elle n'a pas subi les tests de fait, mais on est sur un bâtiment qui respecte complètement la réglementation thermique. Le chauffage de la maison, c'est un système de plancher à basse température avec une énergie en aérothermie. Donc c'est de l'eau chaude qui circule à l'intérieur des planchers, c'est de l'eau qui va circuler sur une température d'à peu près 30 degrés. C'est vraiment de l'eau tiède, quoi. Et ça vous amène un bâtiment avec une température intérieure sur les 21-22 degrés, ce qui est tout à fait confortable. Et l'avantage de monter cette eau, elle est que tiédie, c'est qu'on a très peu de dépenses d'énergie derrière. Ensuite, vous avez tout ce qui est production d'eau chaude. Donc là, on est pareil sur des ballons thermodynamiques, donc qui utilisent aussi le système d'aérothermie pour préchauffer leur eau. Le reste étant fait par un système électrique. Voilà. Mais on a facilement 50% d'économie d'énergie, ne serait-ce que sur la production d'eau chaude.
Donc on a l'isolation, on a le plancher chauffant au niveau chauffage, on a la production d'eau chaude et ensuite l'autre grande ligne, c'est surtout les menuiseries, avoir des menuiseries très très performantes. Voilà, aujourd'hui avec des vitrages, des doubles vitrages qui respectent les R demandés par la réglementation. C'est un bâtiment qui sort sur une surface habitable de 160 mètres carrés. Son prix, mètre carré, bon, après il suffit de faire la multiplication, on arrive à un produit fini, complètement fini, même à 1 500 € le mètre carré, ce qui reste très raisonnable vu le bâtiment et la prestation, et un prix qui ne dépasse pas le prix d'un pavillon au mètre carré, d'un petit pavillon traditionnel classique. Et c'était un reportage de Bénédicte Jourdier. Je suis ravie d'accueillir maintenant deux autres invités. François Delcambre, bonjour. Vous êtes chauffagiste. On évoque dans quelques instants les modes de chauffage, et notamment pour économiser de l'énergie. Et je suis aussi ravie de vous accueillir, maître Frédéric Alexis, vous êtes notaire. On va parler des droits de succession aujourd'hui. Alors, droits de succession, on parle bien sûr de patrimoine bâti. Bâti, non bâti, puisqu'une succession comprend les deux systématiquement. Alors, quand on a affaire, quand on rencontre des droits de succession à payer, il faut passer évidemment par un notaire, c'est obligatoire. Alors, à la question, est-ce que c'est obligatoire, je vous dirais, est-ce que pour se soigner, il faut avoir recours à un médecin? Non, mais c'est conseillé. Mais c'est conseillé, c'est exactement la même chose pour nous, dans la mesure où aujourd'hui, les familles se complexifient aussi, se recomposent, et il faut savoir qu'on a un certain nombre de vérifications à opérer pour vérifier qui sont exactement les héritiers aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de professionnel du droit plus qualifié aujourd'hui qu'un notaire pour déterminer la qualité des gens, des héritiers, et pour aboutir au règlement successoral et à la paix familiale à travers un partage éventuellement. Comment sont-ils calculés ces droits de succession? J'imagine que ça doit être un peu compliqué et qu'il n'y a peut-être pas une réponse à donner. Alors, les droits de succession sont calculés en vertu des dispositions qui sont donc dans le Code général des impôts, à savoir qu'on prend la masse active de tous les biens, donc il est nécessaire d'évaluer une maison, il est nécessaire d'évaluer un véhicule, d'avoir l'identité donc des titulaires des comptes bancaires et leur position au moment du décès. On en fait la somme, on peut déduire certaines dettes, et à partir de là, donc, on applique la fiscalité. Cette fiscalité, elle est aujourd'hui bien connue des Français, à savoir qu'il y a un abattement de 100 000 € par parent à enfant. Ensuite, on a des abattements qui sont complètement différents si vous héritez d'un frère ou d'une sœur, voire d'un grand-père, voire d'un oncle ou d'une tante. La fiscalité, elle est aujourd'hui assez pesante, on l'a bien compris, les médias le relayent là aussi, même s'il y a eu un accroissement des possibilités d'exonération. Il faut savoir qu'il y a certains biens qui sont exonérés, notamment en partie les bois et forêts, et également les transmissions d'entreprises. Donc on est obligé de payer des droits de succession. En revanche, est-ce qu'on peut avoir des conseils avec un notaire pour en payer peut-être un petit peu moins? Alors oui, effectivement, les choses sont très très précises et claires. On ne peut pas déroger à la loi. Il est obligatoire de payer des droits de succession. On verra dans quel délai après. Mais pour éviter d'en payer, eh bien, il s'agit de consulter son notaire et d'anticiper bien évidemment un décès. Le secret, c'est dans la transmission anticipée, c'est non pas dans la transmission subie par le décès. Alors vous évoquiez les délais, justement, dans quel délai peut-on payer ou doit-on payer les droits de succession? Les droits de succession aujourd'hui sont payables dans les 6 mois, fin de mois, à compter de la date du décès. Néanmoins, on peut avoir des aménagements prévus là aussi par le Code général des impôts. On peut bénéficier de paiements différés. Un héritier qui ne recueillerait que de la nue propriété et aurait par exemple son papa ou sa maman qui serait usufruitier, a la possibilité de demander un paiement donc différé au moment du décès du conjoint survivant. Ensuite, on peut bénéficier également de paiements fractionnés. Paiement fractionné dans le temps, bien évidemment. Là aussi, si on a une succession qui est plus immobilière que liquide, on a la possibilité de verser 10% dans les 6 mois et de demander dans le temps, jusqu'à 10 ans, le paiement des droits de succession, moyennant un intérêt. L'intérêt légal en vigueur aujourd'hui avoisine les 0%, donc je dirais qu'il ne faut pas s'en priver. Quelque part, ça peut être une stratégie patrimoniale. Et après, il faut savoir que dans le cadre des transmissions par décès d'entreprise, on peut bénéficier d'un délai de 5 ans pour payer les droits de succession afférents aux entreprises. Et au bout de ce délai de 5 ans, on peut encore demander le paiement différé pendant 10 ans. Donc vous voyez quand même, il y a un certain nombre d'aménagements qui ont eu lieu dans la loi
pour permettre les transmissions en douceur des entreprises, mais tout le monde ne le sait pas, donc consultez votre notaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire, effectivement plein d'infos, donc consultez les professionnels, effectivement les notaires qui pourront vous conseiller, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. On parle de chauffage maintenant, avec vous François Delcambre, vous êtes chauffagiste. On parle beaucoup d'économie d'énergie depuis quelque temps, enjeu essentiel. Si j'ai envie de faire des économies d'énergie chez moi, dans ma maison ou mon appartement, comment je m'y prends? Première démarche. Alors, c'est faire réaliser des travaux pour davantage d'efficacité énergétique dans votre maison. C'est une bonne idée parce qu'à la clé, vous avez des économies d'énergie, vous améliorez le confort de votre habitation et donc vous valorisez aussi votre patrimoine. Et oui, il faut penser à ça, valoriser le patrimoine. Quand on veut revendre, s'il y a un chauffage performant, c'est intéressant. C'est mieux. Voilà. Et je suis sûre que vous n'allez pas nous contredire. Absolument pas. Alors on commence par quoi? Par faire un diagnostic au départ? Alors, ouais, vous avez pu voir à l'automne dernier, il y a une campagne gouvernementale, c'est Géco Rénove, Géconomise. Oui, on en a parlé qui était assujettie d'un certain nombre d'aides. Donc c'est donc le bon moment pour faire les travaux. Et pour ça, il faut faire appel à un professionnel qui va vous accompagner pendant toute la durée de cette démarche, quoi. Donc un diagnostiqueur au départ, d'ailleurs c'est obligatoire quasiment quand on veut vendre d'ailleurs aussi un bien, d'avoir oui, alors quand vous vendez un bien, vous avez ce qu'on appelle le DPE, qui pour nous reste quelque chose de très succinct, parce que bon, pour l'avoir vécu, ce sont des gens qui arrivent avec un logiciel, qui vont faire le tour de la maison, mais qui ne vont pas forcément... ils vont vous donner une étiquette qui sera ce qu'elle vaudra, qui tiendra compte de ce que vous aurez bien, que l'utilisateur aura bien voulu donner comme information. Rien de tel quand même qu'un vrai audit énergétique et donc de faire appel à un professionnel pour ce... Donc on fait appel à un professionnel, à quel type de professionnel? Des chauffagistes notamment? Alors chauffagistes, oui, entreprises ou artisans. Donc ça présente un certain nombre d'avantages. Le professionnel va réaliser l'audit énergétique donc en tenant compte de la structure de la maison, la localisation, en tenant compte du nombre de personnes qu'il y a dans la maison. Ensuite, il va garantir les travaux. Il va vous accompagner dans toutes les démarches, les aides qu'il y a aujourd'hui. Et ensuite, il va entretenir votre installation, ce qui va permettre de... Et alors là, on envoie des installations. Quel type d'installation est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Des installations intéressantes? Il y en a différents types. Alors, des types, c'est compliqué à dire, parce que je dirais que chaque cas étant particulier. Vous pouvez avoir, là on voit des photos d'installations de chauffage au granulé qui fonctionnent très bien en Limousin. C'est une filière qui est... Oui, le bois en Limousin, on en a. Aidé, quoi, ouais. Mais je dirais qu'il faut, à chaque cas, vous aurez une solution en tenant compte des budgets de l'utilisateur, de la typologie de maison, de l'occupation. Aujourd'hui, il n'y a pas de règle. Moi, je privilégierais l'indépendance énergétique. C'est-à-dire que c'est trouver une solution qui, quelle que soit l'évolution des énergies demain, fasse que vous soyez le moins dépendant de l'évolution à venir. Donc en ça, les énergies et les solutions écologiques comme les énergies renouvelables, pompe à chaleur, solaire, granulé, bois, sont aujourd'hui à privilégier. Même si elles sont un peu plus chères, parce que c'est vrai que c'est un investissement qui n'est pas négligeable au départ. Plus cher, mais si vous prenez le cas par exemple d'un mix énergétique, c'est-à-dire qu'un combiné entre du granulé de bois et des capteurs solaires, vous pouvez faire jusqu'à 60% d'économie sur la consommation. Donc il faut le voir sur le moyen et long terme. Et un audit préalable avec des simulations faites par un professionnel vous permettent de pouvoir voir quel sera le retour sur investissement de votre installation. Donc effectivement, on peut payer un peu cher, mais en même temps on a des aides et puis on économise de l'énergie, donc ça veut dire qu'en quelques années on peut avoir un vrai retour sur investissement et puis une qualité aussi de chauffage, de bien-être aussi dans les maisons. De confort. Confort. Oui, tout à fait. Mais en plus, on parle d'investissement de budget, mais il faut savoir que même avec un tout petit budget aujourd'hui, vous pouvez, uniquement en remplaçant des robinets thermostatiques par exemple sur des radiateurs,
ça représente des investissements qui, pour moins de 500 €, vous pouvez déjà améliorer le confort et déjà faire quelques économies, quoi. Donc ça, il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Et pour tout le monde, que vous soyez acheteur, vendeur, ou même si vous êtes chez vous, que vous voulez effectivement peut-être revoir votre mode de chauffage. Merci beaucoup à tous les deux. N'hésitez pas à aller sur le site imonote.com, voilà, qui s'affiche en bas de l'écran, pour avoir plein d'autres informations. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine de l'immobilier en Limousin. Ciao.